Coucou! Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je viens pour vous parler de l'apprentissage de l'imperfection. Si vous êtes perfectionniste ou que dans certains moments de votre vie vous tendez vers le perfectionnisme, je pense que cette vidéo pourrait vous intéresser. Et souvent quand je parle de ce bouquin, parce que ça fait 2 mois que je l'ai lu, et j'en ai parlé à quelques personnes, souvent les perfectionnistes me disent mais oh c'est nul, c'est un truc pour être moins perfectionniste, pour être moins appliqué dans ce qu'on fait, pour être moins performant. Et en fait pas du tout. Et je pense que c'est la première chose à laquelle on pense quand voilà, on parle de l'apprentissage de l'imperfection. Donc en fait j'ai lu ce livre il y a 2 mois et c'était vraiment les mots que j'avais besoin d'entendre. L'auteur c'est Tal Ben-Shahar, je sais pas si je le dis bien. Et en fait dans ce livre c'est comme si tout ce à quoi j'aspirais, tout ce à quoi je pensais était mis avec des mots d'une façon plus belle et plus claire que dans mon esprit. Et voilà, je vous en ai fait un petit résumé. Je vous conseille tout de même de prendre un petit café, un petit thé, un petit verre de vin, une bière, ce que vous voulez. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense qu'elle va faire au moins 20 minutes. Je pense sincèrement que vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo, mais juste de l'écouter. Mais bon, voilà, au cas où. En fait, pendant longtemps, les psychologues ont attribué au perfectionnisme une sorte de névrose. Dans les années 80, on va définir les perfectionnistes comme étant des personnes dont les critères d'excellence sont complètement déraisonnables et hors de portée. Ces personnes-là vont aller la plupart du temps vers des buts complètement irréalisables et souvent ce perfectionnisme conduit bien souvent au refus de l'échec et aussi à tous les sentiments désagréables qui vont en découler. Mais ce qui est aussi surprenant et contradictoire, même s'il va participer au refus de l'échec, il va aussi participer au refus de la réussite. Et là, ça ressemble quand même beaucoup au syndrome de l'imposteur dont on fera une vidéo plus tard. Car en fait, le perfectionniste, il veut un petit peu toujours plus, un petit peu toujours mieux. Et de ce fait, il est incapable de savourer sa réussite. Il va toujours la mettre sur le plan voilà, de la chance, du fait qu'il aurait pu faire mieux. Et je pense que ouais, si vous avez quelques notions du syndrome de l'imposteur, ça y ressemble quand même beaucoup. Et je pense que ces notions sont grandement liées. Mais il ne faut pas oublier tout de même que le perfectionnisme c'est aussi une qualité, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous dépasser, de faire toujours mieux, de nous permettre d'être plus exigeants envers nous-mêmes. Il n'y a pas que des aspects négatifs à être perfectionniste. Et c'est comme dans tout, hein, certaines choses sont des qualités quand d'autres sont des défauts et puis des fois ça s'entremêle un petit peu. Donc en fait tout de suite dans le livre l'auteur va différencier ce qui est le perfectionnisme positif et le perfectionnisme négatif. Pour lui, le perfectionnisme négatif, c'est celui qui va être à la limite du pathologique, qui va faire qu'on ne s'améliore pas tant que ça et qu'on est, oui, limite dans une sorte de névrose quant à la perfection. Et tout ce qui va être perfectionnisme positif, il va l'appeler l'optimalisme. Ça va être sa façon à lui en fait de parler de perfectionnisme mais du côté négatif et je pense que je vais utiliser les mêmes termes pour que vous compreniez. Donc en fait l'optimalisme que va expérimenter un perfectionniste positif, c'est quelqu'un qui va être plus réaliste, c'est quelqu'un qui va plus accepter l'échec, qui va savoir que voilà, c'est pas forcément les buts qui comptent mais ça va être un petit peu plus les chemins. C'est quelqu'un qui va prendre plus son temps, qui va savourer plus ses réussites et aussi ses échecs et se dire que voilà, chaque échec est une façon de s'améliorer, une façon de faire mieux la prochaine fois. En fait, la vraie différence entre le perfectionniste positif, donc l'optimaliste, et le perfectionniste négatif, c'est que c'est quelqu'un qui est conscient en fait que l'échec fait partie intégrante de sa vie, de sa réussite et aussi de son processus d'apprentissage. Ce que en général le perfectionniste négatif du coup va renier et va tout faire dans sa vie, va tout tenter pour essayer de ne jamais connaître l'échec. Donc voilà, le perfectionniste dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui vraiment se donnait les moyens de ne jamais échouer et qui, si jamais cela arrive, en général le vivra plutôt très très mal. Maintenant la grande question c'est comment savoir si on est perfectionniste ou optimaliste. Déjà ça va dépendre des situations. En lisant le livre je me suis rendu compte que j'ai souvent été perfectionniste dans certaines choses quand dans d'autres j'étais optimaliste et que au fil du temps certaines situations ont changé. Au fil voilà, aussi des nécessités, j'ai appris à devenir optimaliste et moins perfectionniste. Et qu'il y a des situations, par exemple l'école ou même les relations sentimentales
ou j'ai été plus ou moins perfectionniste ou plus ou moins optimaliste. En fait, ça va vraiment dépendre des gens, des situations, des années, de vos expériences également. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à savoir qu'on l'est, parce que pour certaines choses, on se dit oh mais c'est pas grave, alors que pour d'autres, c'est complètement inconcevable d'échouer, de se planter, etc. Ce qui va être très caractéristique d'un perfectionniste, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui va avoir du mal à accepter les émotions négatives. Pour lui, le bonheur doit être une émotion constante. C'est très très drôle parce que j'ai retrouvé certains caractères de garçons que je connais où vraiment pour eux il ne faut pas aller mal. Et c'est vrai qu'en général ces personnes ont des vraies tendances à la perfection et en tout cas aspirent à cela. C'est vrai que c'est des gens qui ne veulent pas souffrir, c'est des gens qui ne veulent pas être tristes, c'est des gens qui renient ces émotions-là. Donc en fait, très vite, on va se rendre compte quand même que c'est des personnes, au final, qui sont à côté de la réalité. Ce n'est pas possible d'être tout le temps heureux, c'est pas possible. Enfin, ou alors il y a un problème. De la même façon qu'être toujours triste relève aussi d'un problème, hein, on est d'accord. Je pense qu'on s'entend bien, mais en fait l'équilibre dans la vie c'est de pouvoir ressentir tout un panel d'émotions et de toutes les accepter entre guillemets. Et donc en fait, si on refuse ces émotions négatives, entre guillemets, c'est qu'on vit dans un monde illusoire. Parce que si on croit dur comme fer à des choses complètement irréalistes, à un état de bien-être qui est toujours constant, se cache quand même la réalité des choses. Et en fait, petit à petit, au fil des années, cette tendance à la perfection va vraiment enfermer le perfectionniste dans une sorte de névrose et peut amener à de réels problèmes ou même des pathologies. Je vais vous lister un petit peu les traits de caractère du perfectionniste pour que vous compreniez bien à quoi il pourrait ressembler. Peut-être que vous allez vous retrouver dans certaines situations, peut-être que vous allez retrouver certains de vos amis ou certaines personnes de votre famille et identifier aussi à quel moment ils sont perfectionnistes ou pas. La première raison, c'est la peur constante de l'échec. En fait, le perfectionniste, s'il échoue, pour lui, c'est terrorisant. Il va être outré, il va être catastrophé, il va repenser à ça jour et nuit. Vraiment, ça c'est, je pense, la première caractéristique du perfectionniste. Ensuite, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, un des traits du perfectionniste, c'est de ne pas se concentrer sur la destination. Le perfectionniste, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir atteindre son but rapidement, tout de suite, et le chemin en fait ne compte pas. Il va pas savourer les petites étapes de ses réalisations, les petites étapes de son apprentissage. Non, lui, il veut partir d'un point A, arriver à son point B, et tout ce qu'il y a autour, on s'en fout. Ensuite, c'est quelqu'un qui va être un petit peu tout ou rien. C'est quelqu'un qui va voir le bien et le mal. Ça, je peux le faire. Ça, je ne peux pas le faire. Cette personne est comme ça, ce n'est pas possible. Cette personne est comme ci, c'est génial. C'est aussi une personne qui va pouvoir travailler jour et nuit, d'arrache-pied, etc. pendant des heures et des heures, ou quelqu'un qui ne fait rien du tout. Ça se retrouve aussi beaucoup dans le syndrome de l'imposteur où quelqu'un va se mettre à travailler énormément pour ne surtout pas rater, ou alors il va être vraiment dans une phase où non, il ne peut rien faire, il en est incapable. Donc voilà, soit c'est quelqu'un qui va rendre un travail excellent, soit carrément il ne va pas le rendre parce que justement il n'est pas excellent. Parce qu'en fait, pour le perfectionniste, rendre quelque chose qui n'est pas excellent, c'est déjà échoué. Moi je sais que j'ai été comme ça plus jeune et encore des fois je le suis un petit peu. Et tout de suite je me dis non mais Rachel, tu te calmes, tout va bien, c'est pas grave si t'as pas 20 sur 20. Et des fois je panique hein. Mais voilà, je pense que c'est mes restes en fait de perfectionniste qui jouent en ma défaveur des fois. C'est que vraiment je ressens que ça va pas être parfait et ça me crée une angoisse. Je pense que c'est exactement ce qui se passe quand je vais à un examen. Je sais par avance que mon résultat ne sera pas parfait et en fait je suis très mal. Mais à la fois j'ai pas le choix en fait, je suis obligée de rendre quelque chose qui n'est pas excellent parce que c'est impossible d'être excellent partout et c'est hyper dur et je crois que c'est un vrai travail de longue haleine en fait et sûrement de toute une vie si on vit en tant que perfectionniste mais qu'on tend vers l'optimalisme. Et justement en fait pour l'optimalisme, à contrario, ces situations vont être un petit peu plus nuancé. Bien sûr qu'il veut rendre quelque chose d'excellent, bien sûr que, mais comme tout le monde en fait, qu'on va avoir 18 ou 20, mais s'il a 15, c'est déjà très bien, il en sera conscient. Ça ne veut pas dire qu'il ne cherchera pas à s'améliorer, au contraire l'optimalisme cherchera toujours à s'améliorer, mais il ne passera pas par exemple par des phases de déprime où il ne va pas s'auto-flageoler pendant des jours et des jours en pensant à ce 15 qu'il a eu au lieu de ce 18. Voilà, c'est quelqu'un qui va comprendre que par cette situation il y avait quelque chose à apprendre, quelque chose à en tirer. C'est pas grave s'il a eu que 15,
c'est déjà super. Il va retravailler sur ce qu'il a fait pour arriver à son 18, mais il en est déjà fier en fait. Là où le perfectionniste, il verra une catastrophe. Un des autres traits du perfectionniste, c'est que c'est quelqu'un qui peut avoir un comportement agressif ou alors quelqu'un qui va être très sur la défensive, surtout quand on lui parle d'échecs. Si jamais on met le perfectionniste face à ses faiblesses ou face à ses échecs, c'est quelqu'un qui peut très mal le vivre. Ensuite, le perfectionniste, ça va être aussi quelqu'un qui va être très dur avec lui-même et aussi très dur avec les autres. C'est quelqu'un qui, quand il se trompe, ne se pardonne pas ou met beaucoup de temps à faire et beaucoup d'énergie à se pardonner parce qu'en fait il s'en veut énormément. Et comme il n'accepte pas les échecs, pour lui, chaque erreur aurait pu être évitable. Et enfin, le perfectionniste, c'est quand même une personne relativement rigide. C'est quelqu'un qui va avoir du mal avec les surprises, c'est quelqu'un qui va avoir du mal avec les situations relativement inattendues. Et c'est quelqu'un pour qui le changement peut être très mal vécu. Et je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos sur le stress, mais quelqu'un qui vit souvent le changement comme quelque chose de terrible, hein, c'est quelqu'un qui va être angoissé. Parce qu'en fait, pour une personne relativement perfectionniste, quelque chose d'imprévu, c'est vécu comme quelque chose de dangereux. Et ça va aussi se traduire par un besoin irrépressible de tout contrôler. Donc voilà, on peut vraiment faire le parallèle avec la personne qui a des troubles anxieux généralisés par exemple. Et vous vous en doutez évidemment, le fait d'être perfectionniste amène à de nombreux troubles du comportement ou même limite à des pathologies parce que c'est épuisant de rester dans cette image mentale complètement irréaliste. Donc c'est des personnes qui vont être beaucoup plus sujets à la dépression, aux angoisses évidemment, au TOC, aussi aux troubles du comportement alimentaire, mais aussi au syndrome de fatigue chronique, aux problèmes relationnels, au dysfonctionnement sexuel, à l'alcoolisme. Et c'est aussi malheureusement des personnes qui vont avoir une image de très dégradée. Vraiment ils ont une estime de très basse, comme quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur, comme quelqu'un qui est dépressif. C'est des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, qui ont du mal à avoir aussi confiance en eux. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a un petit peu dressé les traits de caractère du perfectionniste, l'auteur en fait nous amène à nous poser des questions sur les émotions aussi du perfectionniste. En fait, il va beaucoup appuyer sur le fait que de la même façon que c'est quelqu'un qui refuse l'échec dans la vie pour les choses, on va dire, palpables, c'est aussi quelqu'un qui refuse ses émotions. Il n'accepte pas les émotions négatives, ça on l'a vu un petit peu avant, et de ce fait, c'est quand même quelqu'un qui va beaucoup refouler ses émotions. Parce qu'en fait, pour lui, accepter ses émotions négatives, c'est perçu comme un échec, mais sur le plan affectif. Alors bien sûr, des fois, il est totalement nécessaire de refouler ses émotions, par exemple en société, avec des gens qu'on ne connaît pas, mais on le voit quand même que refouler en grande majorité ses émotions dans beaucoup de situations, en fait, ça empire les choses. Quelqu'un qui a peur d'être stressé, qui fait tout pour ne pas être stressé, il a plus de chances en fait de faire une crise d'angoisse que quelqu'un qui va arriver, qui va dire bon écoutez, je suis hyper stressée, là ça va pas du tout. Et en fait, vu qu'il n'a plus cette peur de dire je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un d'angoissé, je suis quelqu'un qui vit mal la situation, en général ça se passe un petit peu mieux dans la grande majorité des cas parce qu'il n'a pas à se cacher. En fait, il y a certaines études qui ont été menées et qui montrent que la fuite de l'évocation d'un événement traumatisant pouvait générer beaucoup plus de stress. Et à contrario, en fait, ces mêmes études ont montré que le fait de se confronter à un événement angoissant ou même un événement déprimant pouvait largement améliorer la situation de ces personnes-là parce qu'ils imaginaient par exemple la chose la plus terrible qu'il pouvait arriver dans leur situation de stress, ce qui faisait que en fait, ils en étaient un petit peu comme vaccinés et que leur stress, leur angoisse diminuait une fois qu'ils avaient évoqué dans leur cerveau ces situations compliquées, ces situations angoissantes. Et ça, ce dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle vraiment l'exposition à l'angoisse, qui est une façon en fait de diminuer ces angoisses. Ça permet vraiment à la personne de se rendre compte voilà, du caractère irrationnel et complètement démesuré de sa peur. Donc en fait, on est un petit peu dans l'acceptation du moment présent, de l'instant présent. Et ça ne veut pas dire qu'on se résigne en fait à ce que ces situations arrivent ou au fait que voilà, oh mon dieu, bah c'est triste, bah c'est comme ça. C'est juste pour mettre l'accent sur le fait que
une émotion est une émotion, une situation est une situation, et c'est ainsi en fait, et c'est juste comme ça et on ne peut rien y faire. Et je pense qu'il faut vraiment oublier la notion de on est satisfait ou pas que telle ou telle chose arrive, c'est juste comme ça. Donc tout ce qui est après l'acceptation de sentiments, des émotions, etc., l'auteur va insister sur l'acceptation de la réussite qui est relativement problématique, on l'a vu, chez les perfectionnistes. En fait, vu que le perfectionniste va avoir des attentes complètement excessives, des buts à atteindre qui sont complètement irréalisables, c'est quelqu'un qui va être très vite déçu. Et si ces buts sont complètement impossibles à atteindre, c'est quelqu'un au final qui ne sera jamais heureux. Alors là, le travail, ce serait plutôt de se dire je vais me fixer des buts difficiles, bien sûr, parce que sinon on s'ennuie, hein, évidemment. Si on se fixe que des petites choses inutiles, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais un petit peu plus réalisable, peut-être placer la barre un tout petit peu moins haut pour mieux savourer sa réussite et en tout cas connaître aussi des moments de vraie réussite. Parce que si on se fixe quelque chose qui est impossible à atteindre, on l'atteint jamais. Et enfin dans cette partie-là, l'auteur nous parle aussi beaucoup de tout ce qui est accepter la réalité. Et en fait je pense que le gros du travail c'est d'accepter que la nature humaine se heurte à de vraies contraintes et telle qu'elle est en fait, plein d'imperfections. Donc en fait le but pour un perfectionniste ça va être d'accepter que les choses ne sont pas parfaites plutôt que de les nier en bloc. C'est vraiment quelqu'un qui va dire non mais c'est pas possible que ce soit comme ci, c'est pas possible que ce soit comme ça. Et ça c'est un petit peu la loi de l'identité. En gros, une personne est une personne, une émotion est une émotion. Accepter qu'une chose a une réelle identité, c'est aussi lui reconnaître une nature spécifique. Et je crois que c'est la chose la plus nécessaire au monde en fait. Parce que si vous êtes une personne généreuse, le jour où par exemple vous allez être une personne envieuse, vous allez renier cette part de vous qui à un moment donné a été envieuse et vous allez refouler cette émotion. Alors que oui, vous ressentez de l'envie par exemple à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus généreux. C'est juste que vous avez ressenti à un moment T et c'est ok en fait, on a tous le droit de ressentir telle ou telle émotion. Ça ne remet pas en cause qui nous sommes. De la même façon que vous êtes peut-être une personne joyeuse, pleine de vie, souriante, mais il arrive que vous soyez triste. C'est ok, c'est même très bien de l'admettre et de reconnaître que l'on est triste, que l'on n'est pas heureux à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça permettra beaucoup plus facilement de revenir à cet état où on est heureux, où on se reconnaît, où on s'aime, si on a accepté qu'à ce moment T, ça n'allait pas. Alors il y a toute une partie sur l'éducation des enfants, sur comment on va parler aux enfants, toutes les petites phrases banales qu'on peut leur dire qui vont en fait créer des comportements assez perfectionnistes chez eux que je trouve très très intéressantes. Et en fait on le voit bien que chez certains enfants, le non-respect de leurs émotions peut vraiment amener à un comportement perfectionniste. Par exemple comme quand on dit à un enfant tu ne vas pas te mettre à pleurer pour ça, mais c'est ridicule, ou tu ne vas pas t'énerver pour ça. En fait, on est vraiment dans le non-respect des sentiments de l'enfant, comme si ces sentiments n'avaient pas lieu d'être, comme s'ils n'étaient pas authentiques. Et en fait, le mieux dans ce genre de situation, c'est de vraiment prendre en compte l'émotion de la personne, lui montrer que on partage ses sentiments ou qu'on est ok qu'elle ressente ça. Alors ça peut être avec un enfant mais ça peut être aussi avec un ami ou avec son ou sa chérie. C'est vraiment en fait de montrer à la personne que l'émotion qu'elle ressent est légitime d'exister. Alors oui, accepter les émotions de la personne, etc., ça ne résout pas tout, mais en fait ça participe vraiment à la loi de l'identité, au fait d'accepter la réalité, c'est que cette personne ressent ça, elle nous le partage. Et point barre en fait. Et en fait dans ce livre on a vraiment toute une partie sur tout ce qui est éducation et optimalisme, etc. Et malheureusement on se rend compte que les privilégiés sont en général défavorisés quant au perfectionnisme. Pourquoi? Parce qu'en général matériellement on va dire que ces personnes-là ne manquent de rien, mais ils souffrent vraiment d'un bien-être mental et moral. On le sait bien, statistiquement, les privilégiés sont quand même des personnes qui sont plus enclins à consommer des drogues et c'est aussi des personnes qui sont beaucoup plus exposées à la dépression ou aux troubles anxieux par exemple. Et en fait certaines études ont montré que ces enfants qui vivaient dans un milieu favorisé avaient une plus grosse pression et aussi une obligation d'être plus performants
et aussi beaucoup d'isolement affectif. En fait, ces personnes-là vont aussi intégrer de meilleures écoles, vont peut-être être dans des écoles privées, vont intégrer des écoles supérieures peut-être un peu plus cotées. Et en fait, ils ont une pression dès le départ, même s'ils ne la palpent pas, qui est beaucoup plus importante que ces personnes dans des milieux défavorisés, avec qui on n'est pas aussi exigeant en fait. Et vu que ce sont des personnes qui sont dans un système scolaire où déjà les études sont très valorisées, etc., où c'est très important d'être performant à l'école, ça va être des personnes qui vont moins se concentrer sur les chemins, sur l'importance de l'apprentissage. Vraiment, on va se concentrer beaucoup plus sur leurs notes, leurs résultats, leur admission à tel ou tel concours ou examen. Et en fait, à contrario, tout ce qui va être milieu défavorisé, ça va être des personnes malheureusement avec qui on n'est pas assez exigeant. Et les objectifs visés en général ne sont pas assez ambitieux, là où une personne dans un milieu favorisé, ça va être trop ambitieux. Donc il faut vraiment réussir à trouver un équilibre, peut-être de stimuler un petit peu plus et de faire prendre confiance et montrer que c'est possible à ces enfants de milieux défavorisés. Et à contrario, peut-être laisser plus libre une personne d'un milieu favorisé. Et en fait, quand je vous parle d'équilibre, c'est une notion qui revient dans beaucoup de choses parce qu'on remarque bien qu'un parent trop absent, ça va créer de la dépression et de l'angoisse, mais un parent beaucoup trop présent aussi, ça va créer ce même type de phénomène. Et évidemment, un ou des parents perfectionnistes, en général, ça crée des enfants perfectionnistes. On s'en doute, c'est évident. Et en fait, de la même façon que dans le syndrome de l'imposteur, où un parent va beaucoup trop complimenter sur l'intelligence naturelle, etc. Et pareil, en fait, un enfant qui va être toujours complimenté, qui va être toujours surveillé et qui n'a pas en fait ces moments sans commentaire, ça peut créer un enfant perfectionniste. Parce qu'en fait, cela va freiner son développement et ça va l'empêcher de faire lui-même ses expériences, de lui-même réfléchir à ce qu'il a fait et d'avancer à sa manière. S'il y a toujours quelqu'un derrière l'enfant, en général, cet enfant, une fois arrivé dans le monde adulte, il est complètement perdu et il perd ses repères. Quand je vous parlais par exemple des enfants qui consomment beaucoup plus de drogue, en général, on va beaucoup les féliciter sur tout ce qui est résultats scolaires et on va peu s'intéresser à leur activité extrascolaire, à tout ce qui est un petit peu différent de l'éducation classique. Et malheureusement, les aînés sont en général beaucoup plus perfectionnistes. Moi aussi, je suis l'aînée de ma famille, donc ça m'a fait beaucoup rire. Mais en fait, vu que ce sont les premiers enfants, c'est sur eux qu'on a focalisé toute l'attention dès le départ. Il n'y avait pas d'autres frères et sœurs, les parents avaient plus de temps. C'était le premier, donc bien sûr, on l'a beaucoup plus regardé, on l'a beaucoup plus aidé, etc. Et les aînés, statistiquement, sont des personnes beaucoup plus perfectionnistes. C'est aussi ce qu'on va retrouver plus dans des grandes écoles. Quand on regarde une fratrie en général, c'est souvent le premier qui fait les études les plus reconnues par la société. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qu'on a éduquée malheureusement un petit peu différemment et les parents ne s'en rendent pas compte en général. Ils se rendent compte même qu'ils donnent un petit peu moins de temps ou un petit peu moins de place au deuxième, au troisième, au quatrième, etc. Et ils pensent que c'est nocif, mais en fait peut-être que c'est beaucoup mieux parce que les deuxièmes ou troisièmes ont moins de chances de devenir perfectionnistes. Alors bien sûr, c'est pas la faute des parents. En général, un parent veut le meilleur pour son enfant. Son premier, il le voit toujours incroyable, toujours très doué. Tout réside dans trouver l'équilibre. Équilibre en fait qu'on va pouvoir trouver en se focalisant sur la valeur intrinsèque de l'enfant. En fait, pour l'auteur, ce qui va vraiment aider l'enfant à se développer, c'est que le parent lui montre qu'il l'aime d'une façon inconditionnelle, que son comportement est différent de l'amour qu'il reçoit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est vraiment montrer par exemple à l'enfant que s'il a une mauvaise note, on ne l'aime pas moins, et s'il a une bonne note, on ne l'aime pas plus. On est content de sa réussite, on est content des choses qu'il fait, mais qu'il rate ou qu'il échoue, ça ne change rien au fait qu'on l'aime, au fait qu'on le trouve intelligent, au fait qu'on le trouve doué, au fait qu'on trouve qu'il a des qualités. Et ça, c'est très important. Moi, je sais que quand j'ai appelé mes parents en leur disant « Écoutez les gars, écoutez, je pense que je vais redoubler, j'ai foiré mon oral », ils m'ont dit « Ah bah mince, c'est con, mais tu sais, on t'aime quand même, hein, tout va bien, etc. » Et c'est vrai que c'est hyper important de montrer que peu importe ce que tu vas faire, t'es aimé, t'es soutenu, t'es respecté.
Et ça montre à l'enfant que voilà, il a le droit d'échouer, ça change rien à ses qualités. Je vous en parlais dans une autre vidéo, c'est toujours très important de se rappeler de ça, que un échec, une réussite ne remet pas en question la personne qu'on est profondément. Ce n'est pas parce que tu rates ton examen que tu deviens bête. Ça semble logique, mais souvent on fait des raccourcis à l'oral, etc. Et l'enfant c'est quand même quelqu'un qui va vite extrapoler et vite essayer de faire des liens. Et malheureusement, il peut faire de mauvais liens et des mauvaises associations d'idées. Donc c'est quand même très important de se rappeler de ça. Et malheureusement aussi de faire très attention en tant que parent à ce qu'on dit à son enfant. Que si l'enfant, dès son plus jeune âge, a l'impression que s'il échoue, on l'aime moins, ça va créer un perfectionniste, vu que c'est quelqu'un en fait qui va avoir peur de l'échec, qui va avoir peur que ses parents le renient s'il échoue. Vous vous rendez compte à quel point ça peut être grave entre guillemets, ou ça peut être destructeur pour quelqu'un qui fait des raccourcis comme ça dans son cerveau. Ensuite, une partie que j'ai beaucoup aimée dans le livre, alors bien sûr je pourrais pas toutes vous les citer parce que sinon cette vidéo va être encore beaucoup trop longue, mais c'est l'optimalisme et l'amour. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'auteur vraiment insiste sur le fait que l'amour parfait n'existe pas. En tant que perfectionniste, on attend toujours de tomber sur la personne. Mais en fait, la bonne personne, ça n'existe pas. C'est impossible. Alors, il fait beaucoup le parallèle avec tout ce qui est art, qui donne une image complètement faussée, beaucoup plus merveilleuse, on va dire, de l'amour, et qui en fait, oui, est totalement illusoire. Dans toute relation de couple, on se rend compte que l'autre n'est pas sans défaut et l'autre personne va se rendre compte que nous ne sommes pas sans défaut, et il va falloir toujours composer avec ça toute la vie, c'est impossible de faire autrement. Et en fait, pour le perfectionniste, cette situation va souvent mener à la rupture dans le couple parce que il se rend compte que non, c'est pas parfait, cette relation n'est pas parfaite. C'est faux en fait, elle est parfaite telle qu'elle est entre guillemets. Alors bien sûr, des fois il vaut mieux que certains couples se séparent, ils ne sont pas du tout faits pour être ensemble, mais vous voyez ce que je veux dire, s'il y a n'importe quel problème, si à chaque petite difficulté qu'on rencontre dans le couple, on devait se séparer de quelqu'un, bien sûr on n'aurait jamais de relation longue et durable dans le temps, c'est impossible. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que l'amour parfait, l'amour sans embûche, on va dire, ça n'existe pas. L'amour est vraiment imparfait, mais comme tout en fait dans la vie. Et en fait tout ça, ça fait vraiment sens avec le fait de ne pas avoir d'attente envers quelqu'un, le fait de prendre vraiment la personne telle qu'elle est. C'est pas toujours évident, mais c'est important de se rappeler que voilà, un être humain reste un être humain avec ses défauts, avec ses qualités. Alors comment on reconnaît un perfectionniste un petit peu dans l'amour? C'est souvent quelqu'un qui ne va pas oser faire le premier pas, qui ne va pas se lancer, qui ne va pas être insistant, parce qu'il a très peur d'échouer en fait dans la relation, dans peut-être la première rencontre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à aller vers les gens, à commencer une nouvelle relation. Le perfectionniste, c'est vraiment quelqu'un qui va nourrir un petit peu des attentes irréalistes envers certaines personnes en se disant mon futur copain ou copine, je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, je ne veux pas qu'elle ait tel ou tel défaut. Et c'est aussi quelqu'un qui ne veut pas de conflit, qui ne veut jamais de conflit. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que par exemple, d'après le psychologue Gottman, le conflit il est inévitable et en plus il est bénéfique pour la relation. En fait, ce psychologue a étudié plein de couples pendant plusieurs années et il s'est rendu compte qu'avec un certain degré de conflit, on va dire, la relation était plus saine. Donc en fait, cette personne a suivi des couples pendant plusieurs années et il s'est rendu compte que à chaque moment de désaccord, à chaque moment de conflit, à chaque moment de colère aussi, s'il y avait 5 circonstances, on va dire, positives qui contrebalançaient, le couple allait beaucoup plus perdurer dans le temps. Alors, bien sûr, tous les couples ne fonctionnent pas pareil. Il y a des gens, ça va être par exemple 1 pour 4 ou 1 pour 8. Mais dans la majorité des cas, il fallait toujours que tout ce qui était événement de bienveillance, gentillesse, petite affection, moment d'intimité, etc. soit quand même supérieur au moment de désaccord. Et il a aussi montré que les couples où il n'y avait jamais de conflit ou alors très peu, en fait étaient des couples où on fuyait vraiment la discussion, on fuyait l'affrontement, pardon, et c'est ce qui faisait en général que le couple ne fonctionnait pas, au bout d'un moment ne fonctionnait plus. La clé de tout ça, c'est l'amour un petit peu inconditionnel, c'est-à-dire qu'on aime la personne vraiment tel qu'il est et que les moments de colère qu'on a ou les moments de conflit, c'est en général qu'on n'aime pas
le comportement de la personne. On peut en discuter, même il faut en discuter, mais ça ne veut pas dire que la relation est fichue. Et enfin, la troisième partie de ce livre, c'est un petit peu ses conseils, c'est ce qu'il va appeler méditation pour essayer de vraiment s'améliorer sur son perfectionnisme. Un des premiers conseils que l'auteur donne, c'est le changement réel. Il explique que pour s'améliorer dans son perfectionnisme, il faut d'abord prendre conscience qu'en fait, on aime nos imperfections, mais on les aime sous un autre nom. Par exemple, si moi je dis que je suis perfectionniste ou que je suis trop perfectionniste, ça veut dire que je suis peut-être trop attachée aux détails. Mais si on le voit sous un autre angle, on peut se dire que je suis optimaliste parce que ça veut dire que je suis minutieuse, je suis rigoureuse. En fait, j'aime mon perfectionnisme, mais pas quand il est pathologique. Et en fait, souvent, on ne veut pas corriger son perfectionnisme ou d'autres traits de caractère parce qu'au fond, on les aime bien et qu'on a peur que le côté positif de nos défauts n'existe plus. C'est comme si on pensait qu'en devenant moins perfectionniste, par exemple on allait moins s'attacher aux détails et donc qu'on allait être moins rigoureux ou une personne moins performante. Et en fait c'est juste qu'on va trouver un petit peu un équilibre entre, on va dire, ce qualité-défaut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, une des autres pistes de l'auteur, c'est de faire des thérapies cognitives. Alors il en existe plusieurs, mais il a cité par exemple la PRP, je ne sais pas si vous connaissez, je pense qu'on en parlera, qui est relativement intéressante. Ensuite, l'auteur nous parle de l'imperfection des conseils. Il nous rappelle qu'on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas toujours se placer en sauveur. En général, le perfectionniste, c'est souvent quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions à un problème. Quand un ami vient nous parler et qui nous dit « Oh, ça ne va pas, nanana », le perfectionniste va être là « Alors, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça. Allez, suis mes conseils, etc. » Et en fait, c'est pas ce que l'ami attend en général. L'ami attend souvent qu'on l'écoute. Et puis c'est tout. Moi ça m'est arrivé dans tellement de situations où la personne s'est plainte pendant 1 heure et je lui disais mais tu pourrais faire ci, mais tu pourrais faire ça, mais pourquoi tu fais pas ça? Et en fait la personne s'en fiche complètement de vos conseils, elle a juste besoin de parler. Et c'est vrai que pour moi c'était souvent très compliqué, à chaque problème sa solution. J'étais là en train d'essayer de tourner dans tous les sens le problème pour voilà, qu'à la fin il y ait eu une vraie avancée dans ce qu'on m'a dit. Et en fait en général les gens s'en fichent, les gens veulent juste se libérer de ce qu'ils ont à dire. Et c'est vrai que ça, c'est hyper dur, je trouve. Mais voilà, en fait, le perfectionniste, c'est vraiment quelqu'un qui est enclin à donner des conseils. Mais alors, par contre, pour lui, c'est très très compliqué d'en demander aux gens. Là, je me retrouve vraiment dans la situation parce que alors moi, je suis toujours fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et c'est vraiment ça. Enfin, alors autant je suis la première à aider les gens, etc. Mais alors moi, si j'ai besoin de quelque chose, que j'ai besoin de demander à quelqu'un, c'est très compliqué pour moi de demander de l'aide aux gens. En général, je veux tout faire par moi-même, me débrouiller tout le temps toute seule. Et en vrai, c'est pas vivable, mais voilà. Ensuite, l'auteur dit aussi que le meilleur des mondes, c'est un monde qui est imparfait. En fait, souvent, on va comparer une vie parfaite avec le fait de ne ressentir aucun événement ou aucun sentiment négatif. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les psychotropes, on va dire, explosent et qu'on consomme de plus en plus d'antidépresseurs, etc. C'est que on pense toujours que le fait de ressentir des émotions négatives est pathologique, alors que pas du tout. Vous échouez en examen, vous avez une rupture, c'est normal d'être triste. Vous n'avez pas besoin 2 semaines après, si ça dure, de prendre des antidépresseurs. Si ça dure 6 mois, si vous êtes au fond du trou, si vous avez des envies suicidaires, évidemment, il faut se faire suivre et avoir une médication. Mais dans beaucoup de cas, ces médicaments sont donnés très facilement. Être pas bien pendant 1 mois, après, je sais pas, la perte d'un emploi, après une rupture difficile, après la perte de quelqu'un, c'est normal en fait. Et c'est tout à fait légitime de ressentir ce genre d'émotion. Et même, ce sera bénéfique pour aller mieux après. L'auteur nous parle aussi du rôle très important de la souffrance. En fait, oui, le bonheur va nous ouvrir une multitude de perspectives, mais la souffrance est très importante parce qu'elle nous rappelle aussi nos limites et elle nous permet aussi de mieux nous ancrer à la réalité. Il va comparer en fait l'expérience de la vie et la souffrance avec le système immunitaire. Si j'ai un système immunitaire fort, ça ne veut pas dire que plus jamais je ne serai malade. Ça veut dire que je vais peut-être moins souvent tomber malade, que je vais m'en remettre plus vite. Et bien là, c'est pareil. Si je vis des situations difficiles, si je connais la souffrance, au bout d'un moment, je serai ok avec le fait de la ressentir. Je serai
peut-être plus enclin à vite me remettre de ce qui s'est passé. Alors que si par exemple on ne connaît jamais l'échec, on ne connaît jamais la souffrance, le jour où ça arrive, bah, notre monde s'écroule. Donc la souffrance c'est un peu comme une vaccination pour la vie, on va dire ça comme ça. Enfin, dans tout ce qui est la dernière partie, la méditation, l'auteur va parler de plein de choses telles que le fait d'accepter de vieillir. Il va parler aussi de la règle du juste milieu. Il va aussi parler du fait d'être en accord avec soi-même, d'accepter encore ses émotions, etc. D'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, d'accepter qu'on ne sait pas tout. Voilà, je vais pas plus m'étaler sur le sujet parce que sinon cette vidéo serait interminable. Mais voilà, c'était un petit peu tous les points que j'ai trouvé hyper intéressants, dont j'avais envie de vous parler. J'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires si vous vous trouvez perfectionniste, pourquoi, dans quelle situation, si vous vous trouvez optimaliste, si certaines choses vous ont parlé. Voilà, ça me ferait hyper plaisir d'avoir vos retours. Moi j'ai adoré lire ce bouquin et vous en faire un résumé, ça m'a pris énormément de temps. J'espère sincèrement que cette vidéo était bien. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais pour m'encourager, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air. Donc voilà, je pense que pendant longtemps, ouais, j'ai été perfectionniste sur beaucoup de choses. Je pense que je le suis encore sur d'autres choses. Et je crois que au fil de la vie, je m'améliore et que je deviens meilleure et que je deviens de plus en plus optimaliste. Donc voilà, je pense que c'est, comme je vous le disais au début de la vidéo, un travail de toute une vie. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que chaque jour on est un petit peu meilleur et chaque jour on fait un petit peu d'effort. Et ça c'est génial. Donc voilà, ça c'était ma vidéo sur l'apprentissage de l'imperfection. J'espère sincèrement qu'elle aura pu vous être utile, qu'elle vous aura fait un petit peu cogiter, peut-être qu'elle vous aura donné envie de lire le livre. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis